la technique, mais donc je disais que mon propos sera peut-être un peu décalé par rapport à la thématique de cette séance, si tant est qu'elle porte sur la dignité et la reconnaissance au travail. Parce que j'ai toujours mis entre parenthèses l'analyse du travail à proprement parler, ce qui se passe sur les lieux de travail, dans l'atelier, dans l'entreprise. Non pas que cette dimension ne soit pas essentielle, et c'est même surtout là que s'est constituée et que continue à se développer la sociologie du travail, mais mon souci était plutôt du côté de l'emploi, enfin, c'est-à-dire la question de la place qu'occupe le travail en tant que facteur d'intégration ou au contraire, lorsqu'il manque ou est particulièrement précaire, en tant que facteur de non-intégration sociale. Une question qui est relativement indépendante ou en tout cas qui peut être déconnectée de celle de la place qu'occupe le travailleur et le traitement qui lui est réservé sur les lieux de travail et qui mettent en jeu les hiérarchies au sein de l'entreprise, la pénibilité du travail ou les pathologies du travail, etc. Et il peut y avoir des métiers extrêmement pénibles, extrêmement aliénants, comme on disait autrefois, et qui néanmoins assurent la dignité sociale du travailleur. Et on pourrait même dire que la classe ouvrière s'est constituée, enfin au moins partiellement, autour de ce type de dignification du travail, pourrait-on dire. Le travail est dur, il est même le lieu de l'exploitation dans l'idéologie ouvrière, mais le travailleur n'est pas un zombie, hein, il a sa dignité et sa fierté, et on pourrait renvoyer par exemple à la fameuse distinction de Richard Hogarth entre eux et nous, hein, qui montre que la classe ouvrière a sa consistance, ses formes de solidarité, son système de valeurs qui peuvent se constituer, je ne dirais pas indépendamment du travail, mais parfois en dépit du travail concret tel qu'il est vécu à l'usine, par exemple. Et dans cette veine, on a même assisté à une véritable héroïcisation de certains métiers particulièrement pénibles, hein, comme par exemple celui de mineur ou de métallo, et je pense à toute une littérature d'inspiration populiste qui est sans doute pour une part une construction idéologique, mais pour une part aussi repose sur une réalité sociologique, c'est-à-dire la conscience de la forte utilité sociale du travail, ou en tout cas de certaines formes de travail, qui permet de s'identifier positivement au fait d'être un travailleur et d'être reconnu comme tel, même si c'est en l'occurrence avec la conscience de la subordination de cette condition de travailleur. Et c'est sans doute d'ailleurs un ressort profond de la conception du travail telle qu'elle s'est développée à travers le marxisme ou le syndicalisme révolutionnaire, hein, le sentiment d'être le véritable producteur de la richesse sociale par le travail, avec le sentiment en même temps que cette richesse est accaparée et que le travailleur est spolié. Alors, qu'est-ce qui fonde l'identité sociale du travailleur, ou qu'est-ce qui fait que le travailleur peut être reconnu par son travail? Je crois qu'il faut constater que ce n'est pas n'importe quel travail qui peut être un support positif d'identification, et j'aurais tendance à répondre que c'est lorsque le travail accède à l'espace public et qu'il est saisi par le droit qu'il peut avoir cette fonction de support de l'identité sociale et de la reconnaissance sociale du travailleur. Bon, si en effet on prend un peu de distance historique, on constate
font la longue complicité qui a uni travail et servitude, travail et contrainte. Bon, je ne remonterai pas à l'esclavage ou au servage, j'évoque seulement le grand paradigme du travail forcé qui domine toute l'organisation du travail dans la société pré-industrielle. Cette police des pauvres, comme on dit alors, qui est un exercice direct de la contrainte pour obliger à travailler tous ceux qui n'ont d'autres ressources que la force de leurs bras. Et il y a d'ailleurs parallèlement un exercice indirect de la contrainte à travers le système des corporations, dont on peut dire d'ailleurs qu'il représente un droit du travail avant la lettre. Les réglementations corporatistes expriment les privilèges des corps de métier qui assurent un quasi-monopole dans l'exercice du métier, mais ces prérogatives ne sont pas du tout rattachées à la personne du travailleur. Elles sont celles de la profession sans laquelle l'individu travailleur n'a aucune existence. Et d'ailleurs, on comprend ainsi l'extraordinaire pérennité de ce système corporatif, en dépit des obstacles qu'il mettait au développement économique, c'est-à-dire qu'en perdant les prérogatives collectives du métier, le travailleur perd sa place dans la société et sa dignité. Il n'a aucune existence propre, aucun droit ni aucune protection qui lui soit personnellement attachée, et il risque alors de tomber sous la juridiction de la police des pauvres. Alors, on sait que la Révolution va abolir ce système corporatif par la fameuse loi Chapelier qui instaure un ordre contractuel du travail à travers le contrat de louage de la force de travail, et on sait aussi les conséquences catastrophiques que l'imposition de cet ordre contractuel a entraîné dans un premier temps. Ce sont les innombrables descriptions du paupérisme par tous les observateurs sociaux de l'époque, quelle que soit leur orientation idéologique ou politique. Et on peut dire que dans ce contexte, le travailleur a perdu toute identité sociale, si on entend, en tout cas par identité sociale, un minimum de consistance, de ressources sur lesquelles on peut prendre appui pour stabiliser sa condition et se faire reconnaître par les autres. Ou encore, on peut dire que l'identité sociale du prolétaire est purement négative, parce que socialement parlant, il n'est rien, si ce n'est un être immoral et dangereux, méprisable et ostracisé. Ce sont ces nouveaux barbares qui inspirent plus de dégoût que de pitié, comme le dit Eugène Buré, l'un des témoins attentifs de ces malheurs du peuple. Alors, comment ces travailleurs misérables et méprisés ont-ils acquis une identité sociale positive et une dignité sociale? Bien, je crois que c'est par la médiation du droit et par le fait de faire reconnaître leur existence dans l'espace public. Bon, je ne vais évidemment pas ici retracer les tumultueuses péripéties qui ont conduit d'un régime contractuel du travail à un régime statutaire de l'emploi qui a donné sa consistance à la condition salariale, mais c'est le statut de l'emploi qui assure une sécurité, des protections sur la base desquelles les travailleurs peuvent asseoir leur identité. Et c'est ainsi qu'est dépassée l'utilité économique du travail et des travailleurs, parce que l'utilité
économique du travail a toujours été reconnue. La preuve, on lui a imposé avec acharnement l'obligation de travailler, mais cette reconnaissance de l'utilité économique du travailleur est longtemps allée de pair avec l'affirmation de son indignité sociale. Le pur travailleur, le travailleur manuel, c'est l'homme sans qualité par excellence, c'est celui qui n'a rien et qui n'est rien, hormis le devoir de faire peiner son corps au service des autres. Mais désormais, à travers le statut de l'emploi, le travailleur accède à l'espace public. C'est un acteur collectif qui a des droits, les droits sociaux qui sont le pendant des droits attachés à la citoyenneté politique. Au fond, on pourrait dire que le travailleur devient propriétaire de droits, droit du travail et protection sociale, et on peut appeler citoyenneté sociale ces prérogatives qui sont désormais attachées à la personne du travailleur lui-même. Et le travailleur devient ainsi un citoyen à part entière qui dispose de ressources et de droits nécessaires pour être reconnu comme un membre à part entière dans la société. Le statut de l'emploi, en somme, c'est ce socle dont le travailleur tire ses protections et ses droits. Et c'est le facteur majeur de son intégration sociale qui est construite sur la base de cette élaboration juridico-sociale de l'emploi protégé, quitte d'ailleurs à ce que sa vie de travailleur concrètement à l'usine, par exemple, se déroule sur un autre registre où il rencontre d'autres péripéties qui peuvent éventuellement mettre en cause sa dignité, mais sa dignité sociale paraît acquise à partir de ce statut de l'emploi protégé. Et au moment de l'apogée de la société salariale, vers le milieu des années 70, on a peut-être eu tendance, et moi d'ailleurs le premier, à mettre trop exclusivement l'accent sur ce facteur de construction de l'identité sociale, tant paraissait solide les prérogatives qui étaient attachées au statut de l'emploi pour assurer l'indépendance sociale des individus et leur intégration au corps social. Le travail grand intégrateur, comme disait Yves Barrel, et on a peut-être eu tendance à sous-estimer le rôle joué par d'autres facteurs d'identification comme l'ancrage territorial, l'appartenance religieuse, la différence des sexes, l'appartenance ethnique, etc., qui sont aussi des référents collectifs et des supports collectifs d'identité. Et peut-être ces référents identitaires ont été un peu trop recouverts par l'importance donnée aux référents travail, et on pourrait en discuter. Mais je crois que ça n'est plus exactement aujourd'hui l'état de la question, parce que ce à quoi on assiste depuis une trentaine d'années, depuis que l'on a commencé à parler de la crise, mais j'entends parler de la crise du début des années 1970, eh bien, ce à quoi on assiste, c'est plutôt à un affaiblissement, un effritement ou une remise en cause de cette hégémonie du travail en tant que principal facteur d'intégration et principal support identitaire. C'est évidemment la montée d'un chômage de masse et plus encore peut-être la précarisation des relations de travail. Parce que je dis encore plus peut-être
parce que la grande caractéristique nouvelle qui me paraît s'installer dans notre société au long de ces années en matière de travail, c'est sans doute la dégradation du statut de l'emploi et le développement de multiples activités en deçà de l'emploi. On nous répète tous les jours qu'il faut absolument travailler, qu'il faut tout faire pour ne pas être un misérable assisté ou bien un chômeur volontaire qui vit aux dépens de la France qui se lève tôt. Mais alors, il ne faut pas être trop regardant, et même il ne faut pas être regardant du tout sur la qualité du travail et sur les rétributions et les protections qui sont attachées au travail. Et c'est ainsi qu'on devient un travailleur pauvre ou que l'on s'installe dans le précariat. Et d'ailleurs, on pourrait en parler longuement, mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'ainsi se trouve laminé le socle sur lequel était construite l'identité sociale des travailleurs. Et d'ailleurs, puisque on nous invite à proposer des pistes sur lesquelles il faudrait attirer l'attention et engager des recherches, en ce qui me concerne, je pense qu'un secteur important, ce serait cette analyse de la dégradation du statut de l'emploi avec le développement d'une foule d'activités en deçà de l'emploi. La dernière modalité étant d'ailleurs l'institutionnalisation du RSA, du revenu de solidarité active, et au fond, toutes ces transformations remettent en question les fondements, me semble-t-il, de l'identité sociale des travailleurs, car il est bien difficile de mener une existence digne et reconnue comme telle lorsque on est, par exemple, à moitié un travailleur et à moitié un assisté, comme c'est le cas de ces formes d'emploi qui se multiplient et qui n'assurent plus l'indépendance économique et sociale des travailleurs, et où il faut, au fond, avoir recours en même temps à la solidarité nationale, parce que le travail n'est plus suffisant pour assurer cette indépendance. Et bon, ce recours, c'est certainement mieux que rien, mais ça porte aussi des effets stigmatisants assez profonds. Et alors, puisqu'il a été proposé comme titre de mon intervention les métamorphoses de l'identité sociale, je dirais pour conclure qu'il y a sans doute eu de telles métamorphoses qui vont d'ailleurs de la non-identité totale, l'indignité complète que représente par exemple la condition des prolétaires du début de l'industrialisation, de cette indignité totale à l'identité pleine et entière du salarié protégé dans la société salariale, mais de telles métamorphoses, me semble-t-il, doivent se comprendre à partir de la transformation des supports de cette identité sociale, à savoir les conditions qui donnent, ou au contraire d'ailleurs qui ne donnent pas, une consistance au statut de travailleur dans l'espace public. Donc, je vous remercie.